Professeur Abdellaoui, s'il vous plaît, activez le son. Oui, c'est fait. C'est bon. Bien. Alors Tfadli. maintenant, on passe au deuxième cas clinique. Alors, pour la réponse à la question, on ne passe pas directement au deuxième cas. Pour répondre méthotrexate et grossesse, pour la question du chat, vous savez que c'est tératogène, donc c'est complètement contre-indiqué, hein. D'ailleurs, quand on a une PR qui débute et qu'on a un projet de procréation, ou bien il faut vraiment faire un interrogatoire minutieux pour savoir, on n'introduit pas, si on ne l'avait jamais introduit. Heureusement, les biologiques ne sont pas tératogènes. Il y a plusieurs solutions à prendre en compte, mais il faut toujours poser cette question et être sûr que la patiente est sous contraception s'il n'y a pas de désir de procréation, parce que sachez que c'est tératogène et c'est un produit très dangereux et interdit pendant une grossesse. Alors maintenant, on va passer au deuxième cas clinique. Vous avez un patient cette fois-ci, donc un homme qui est âgé de 38 ans, donc toujours des patients jeunes. Ça doit vous frapper, ça, que les rhumatismes inflammatoires concernent souvent les jeunes. Il a consulté pour des rachialgies inflammatoires. Tout à l'heure, on parlait des mains, des poignets. Là, on parle du dos. Et regardez, inflammatoire. Ça veut dire que c'est des douleurs, comme d'habitude, comme on a dit tout à l'heure, qui réveillent le patient la nuit et qui lui entraînent un blocage matinal. Alors, ça remonte à 3 ans. Donc, ça vous montre que c'est quelque chose quand même de chronique. Mais depuis un mois, il n'en peut plus et il ne peut même plus aller au travail. Alors, les antécédents, rien de particulier, un psoriasis chez sa sœur. Alors, l'examen clinique, poids BMI correct à 20. L'examen axial, le rachis cervical, vous mobilisez facilement, pas de douleur. En revanche, le rachis lombaire est complètement raide, contracturé, ça veut dire qu'il y a une contracture des muscles paravertébraux. Et vous avez très mal à la simple pression des vertèbres. Vous faites l'examen périphérique, vous avez une tuméfaction de la face postérieure de la cheville droite, quelque chose qui n'est pas très commun, et vous avez l'impression que c'est en regard du tendon d'Achille, comme la photo le montre. Donc vous savez que ce n'est pas l'articulation, vous savez que c'est le dos du pied, mais vous n'arrivez pas à vous le comparer avec le côté contralatéral, c'est unilatéral, et en même temps, vous avez cette tuméfaction qui vous inquiète. Sinon, pas d'autres arthrites, et vous avez même examiné les hanches, elles ne sont pas limitées. Vous avez recherché, vu que c'était des douleurs qui traînaient depuis longtemps, les signes de lombo-sciatique. Il n'y a pas les signes avec le laser qui étaient négatifs. Alors, par ailleurs, pas d'autres signes articulaires. Donc, première question, qu'évoque pour vous la tuméfaction postérieure que je vous ai montrée tout à l'heure? Est-ce que pour vous, c'est un nodule rhumatoïde? C'est une rupture du tendon d'Achille? C'est une anthésopathie achilléenne? Alors, l'adjectif achilléen, ça revient au tendon d'Achille. Une arthrite de la cheville? Un nodule dégénératif, peut-être dû à un mauvais chaussage? Alors, pour vous, à vos réponses. Il y a une réponse qui est juste. Rappelez-vous, homme, jeune, rachialgie inflammatoire, psoriasis chez la sœur. Alors, effectivement, c'est ce que l'on appelle l'anthésopathie achilléenne. Alors, le terme anthèse veut dire la zone anatomique qui est au niveau de l'insertion d'une structure dite tendineuse, une bourse, un ligament sur l'os. Donc, avec le point d'insertion, qui est le cas, c'est ce qu'on appelle l'anthèse rétro-achilléenne, est inflammé et on parle d'anthésopathie. Et ça, c'est typiquement dans une maladie que vous allez m'évoquer, qui est dans la prochaine question. Quel est le diagnostic le plus probable? Est-ce que vous êtes dans une spondylarthrite axiale, dans une spondylarthrite périphérique, dans une goutte, dans une lombo-sciatique commune, dans une maladie de Forestier? Pour ceux qui ne connaissent pas la maladie de Forestier, c'est un rhumatisme qui mime un peu les spondylarthrites, qui touche l'axe
et qui, sur les radios, a des ostéophytes grossiers qui sont plutôt alignés à droite et qui ressemblent vraiment aux ostéophytes de l'arthrose, donc très grossiers et qui peuvent faire entraîner des douleurs rachidiennes. Alors, il y a une réponse qui est juste. Hein. Donc, rappelez-vous, le patient a des rachialgies, donc c'est un patient qui présente une spondylarthrite axiale avec, rappelez-vous, une anthésopathie achilléenne. Alors, le patient reçoit depuis 3 ans, quand vous posez l'interrogatoire, des INS à la demande qui le soulagent. Et il vous affirme que personne ne lui a demandé des radiographies avant. Donc ça vous montre la réalité de notre pays, surtout dans les spondylarthrites. Sachez qu'ils vont traîner chez les médecins libéraux, chez les généralistes, parfois, et qui, justement, en n'ayant pas cette idée d'une spondylarthrite probable, vont être étiquetés lombocyatiques longtemps, parce que, rappelez-vous, le traitement de première ligne d'une spondylarthrite axiale, ce sont les INS. Maintenant, il va donner des célicoxib, du diclofénac et tout, et ça va donner. Donc, le médecin va se dire, j'ai fait un bon traitement, mais malheureusement, il n'a pas fait le bon diagnostic. Et comme ça touche les sujets jeunes, on a peur de l'ankylose. Donc, c'est pour ça qu'il faut orienter les patients. Donc, il vous dit même que depuis un mois, là où il a eu l'exacerbation, il a reçu carrément 3 classes d'INS, mais cette fois-ci, mais chez à la demande, il les prenait à dose max et prise quotidienne, et il y avait toujours cette non-réponse. Alors, on vous dit, quel est le bilan radiographique que vous demandez en première intention, et j'insiste bien sûr sur première intention, et vous êtes dans le cadre d'une SA axiale. Est-ce que vous allez demander les mains de face, les chevilles de face, le rachis cervical de face et profil, le bassin de face, le rachis dorso-lombaire face et profil, les talons de profil? Bravo, donc il y a quand même de bonnes réponses. Alors, sachez que le bilan de Primo Movins devant une spondylarthrite, c'est tout l'axe, et vous le faites de face et de profil, parce qu'il y a des petits signes qu'on voit de face, qu'on ne voit pas de profil. Le bassin, et j'espère que vous avez en tête ce qu'on recherche dans le bassin, c'est les modifications de 2 interlignes. La première, c'est comme le nom de la maladie l'indique, c'est la relation entre le sacrum et l'os iliaque qu'on appelle les articulations sacro-iliaques, à la recherche du sacroïde. Et la deuxième interligne qu'on explore, c'est la coxo-fémorale. Rhumatisme inflammatoire de type spondylarthrite. On est un pays où le phénotype de nos spondylarthrites aime bien faire des coccytes de l'ox et d'essayer de dire. Donc c'est pour ça qu'on fait un bassin, c'est pour scruter l'évolution structurale au niveau de la coxo-fémorale. Donc c'est pour ça que c'est important de faire le bassin. Et les talons de profil, parce qu'il y a l'anthésite et l'étalalgie inflammatoire que vous connaissez. Vous récupérez le bilan, que ça ne vous étonne pas, il n'y a pas de syndrome inflammatoire dans les spondylarthrites. Le bassin, vous avez 2 signes importants pour classer la sacroiliite. Vous retrouvez des érosions de la sacroiliaque et vous retrouvez des condensations. Et là, indirectement, c'est un stade particulier d'évolution, on va en parler. Et vous avez demandé les radios du rachis, vous n'avez rien trouvé de particulier. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous êtes pratiquement sûr que c'est une spondylarthrite et vous êtes le bon généraliste qui va orienter chez le spécialiste et qui va donner le patient, confier le patient au rhumatologue pour pouvoir instaurer une prise en charge adaptée. Voici la radiographie du patient. Donc, vous constatez, en regard des sacroiliaques, comme des espèces d'érosion qu'on appelle en timbre de poste. Regardez, elle n'est pas nette l'interligne, et en même temps, la berge iliaque est condensée, elle est blanche. C'est ce qu'on appelle, donc ce qu'on avait dit, association, condensation, érosion, et là, c'est un stade particulier qu'on appelle le stade
2, 3. 2, c'est pour les érosions, 3, donc il est entre le stade de 3 le patient, mais c'est une sacroïlite bilatérale authentique. Alors, le rhumatologue confirme le diagnostic, et là, il va faire un examen clinique un peu plus raffiné. Il va rechercher l'indice de Schaubert, il le trouvera très limité à 10-11, une distance doigt-sol élevée à 15 cm. Les manœuvres des sacroiliaques sont positives. Il examine les hanches. Alors, autant on n'avait rien à l'examen du généraliste, autant là, non, on détecte une petite limitation de la flexion à 100. C'est vrai qu'elle est débutante. La flexion normale est à 130, 120, donc là, on est vraiment au début, mais quand même, il y a une petite limitation du côté gauche et une rotation interne à 25 au lieu d'être à 30. Donc, vous voyez que c'est un examen quand même qui est fin. Et il a confirmé l'anthésite qui n'est pas partie, donc sous AINS, qui est toujours là, la boule qu'on avait vue en regard du tendon d'Achille. Et en poussant bien l'interrogatoire, vous savez, nous, on recherche les autres signes de spondylarthrite, à savoir les manifestations, déjà un œil rouge douloureux. Et même l'ophtalmologue m'a donné des corticoïdes injectables. Alors, il a revu les radios, il a confirmé que c'est un stade 3. Les radios de première intention. Vous allez demander la protéinurie des 24 heures. Et pour les autres examens, non, ce n'est pas en première intention. Alors, pourquoi la protéinurie des 24 heures? Parce que autant un lupus cutané articulaire, c'est évident, c'est clinique, heureusement c'est le plus bénin, c'est le plus répandu, mais le rein ne va pas vous faire un signal où là, il va vous le montrer sur le plan clinique. C'est malheureusement sournois, donc ça nécessitera un dépistage. C'est pour ça que dès que vous soupçonnez un lupus, il faut demander cet examen simple qui est celui de la protéinurie des 24 heures. Alors, on reçoit la batterie d'examen et voilà l'intérêt de la question, est-ce qu'on fait une VS ou on ne fait pas de VS? Dans le lupus, c'est très important de faire une association, les deux examens, VS et CRP. Pourquoi? Parce que souvent, on a une dissociation, c'est-à-dire qu'on a une VS accélérée et la CRP n'est pas élevée. Ça, c'est dans un lupus pas sévère, en rémission. Par contre, pourquoi on fait ça? Parce que si j'ai une CRP élevée dans le lupus, il faut que je crains ce qui est la première cause de mortalité, l'infection. Donc, et là, c'est pour ça que c'est intéressant de les coupler tous les deux pour pouvoir voir est-ce qu'ils sont dissociés ou pas. La patiente, elle a une bicytopénie parce qu'elle a des plaquettes normales. Le bilan d'auto-immunité, on trouve 1 millième et comme il faut, homogène, c'est-à-dire la fluorescence typique du lupus et la positivité, forte positivité, parce que c'est 1 millième. La protéinurie, malheureusement pour la patiente, très élevée, donc 2 grammes par 24 heures. La positivité de la protéinurie pour indiquer une PPR, c'est 500 mg par 24 heures. Et là, elle est largement, elle est 4 fois plus que ce qu'il faut. Donc ça, c'est en général la touche noire, c'est le facteur de mauvais pronostic qu'a notre patiente. Et on a fait une radio des mains, heureusement pour elle, pas de déformation, le lupus ne déforme pas. Et donc, on a une déminéralisation en bande épithéliaire seulement. Voici le type de fluorescence homogène, ça veut dire que c'est toute la cellule qui fluoresce du lupus, la radio des mains et la teinte que vous craignez et dont vous avez peur. Alors, à votre avis, quel examen demandez-vous pour explorer la protéinurie? Est-ce que vous allez rechercher les sédiments urinaires, la chimie des urines, la ponction biopsie rénale en urgence, la ponction biopsie rénale mais en deuxième intention, ça veut dire une fois que vous faites les autres examens, le compte d'Addis ou bien le compte d'Addis? Je vous aide, il y a 3 réponses justes. Alors, pour explorer la protéinurie dans le lupus, vous allez demander les sédiments urinaires,
C'est quelque chose de très important à faire. C'est pour voir le taux de protéines. Les chiffres. Alors, le deuxième va être plus particulière. Le facteur de mauvais pronostic qui engage pour pouvoir classer la malade qui est classée. Et l'indication de la PPR est largement large chez cette patiente puisqu'elle a un taux supérieur à 0,5 g par 24 heures et une clinique en faveur. Alors, quel traitement vous allez proposer en urgence? Vous allez introduire une petite dose de corticoïdes à 7,5 mg jour. Ou bien, vous allez mettre la patiente, rappelez-vous, les 2 grammes de protéinurie sous 1 mg kg jour de corticoïdes durant 1 mois en attendant les résultats à NAPAT de la PPR. Ou bien la même chose, mais cette fois-ci d'emblée, sans attendre les résultats à NAPAT de la PPR. Alors, la première, c'était sans attendre, et la deuxième, c'était une fois que vous attendez les résultats. Ou bien si la protéinurie ne descend pas. Alors, très bien. Pour la néphropathie lupique, c'est un traitement d'urgence. Je vous ai dit pronostic vital. Donc, vous allez donner 1 mg kg. Vous êtes couvert. Vous avez fait votre biopsie. Classe. Il nous manque juste le résultat de la NAPAT. C'est pas minimum 1 mois. Vous n'allez pas laisser la patiente 1 mois casser l'inflammation. Vous allez donner une forte dose de corticoïdes qui est de 1 mg kg. Et après, vous commencez à dégraisser et entre-temps, vous aurez le résultat de votre anapath. Et là, le protecteur, vous le donnez systématiquement pour diminuer cette protéinurie. Alors, quelle sera la suite de la prise en charge? Rappelez-vous, méthotrexate pour la PR, INS, TNF pour la SA. Dans le lupus, quel est le traitement de fond par excellence? Donc, on vous une protection solaire en été, une protection solaire toute l'année, une contraception œstroprogestative ou une contraception micro-progestative. Alors, pour la prise en charge globale, ça va être de l'hydroxychloroquine, qui est le traitement de fond, très, très intéressant dans le lupus, puisqu'il a plusieurs effets. Il a un effet cardiovasculaire, anti-inflammatoire, protecteur des reins. Vraiment, c'est le traitement par excellence dans le lupus. Et c'est un traitement qui va être laissé au long cours. La protection solaire n'est pas limitée à l'été. C'est une protection qui doit être toute l'année parce que ça réactive l'érythème malaire dont on a parlé tout à l'heure et ça peut réactiver des poussées authentiques. Et rappelez-vous, elle a 2 grammes de protéinurie, on ne veut vraiment pas que la patiente nous fasse une poussée. Et le lupus est potentiellement thrombogène, les traitements à base de corticoïdes sont thrombogènes et tout. Donc, bien évidemment, vous savez, contre-indication absolue de l'œstrogène dans le lupus. Donc, rappelez-vous, vous changez la contraception de la patiente et vous la mettez sous micro-progestatif. 1 mois plus tard, vous récupérez votre anapath et on vous parle de stade 3. Donc, c'est une proliférative active. Mais heureusement, le 3 par rapport au 4, il y a moins de 50% des glomérules atteints, mais ça reste vraiment un stade sévère et où il faudra rajouter un autre traitement que ce que vous avez déjà donné. Les corticoïdes, c'est bien, c'est très bien. Vous avez cassé l'inflammation, vous avez mis le plaquenil, mais ça ne suffit pas devant la glomérulonéphrite stade 3. Donc, le devant l'atteinte rénale, ça, c'est pas du niveau... c'est pour ça que je ne vous fais pas des QCM sur ça, parce que c'est pas important de savoir ça. On a besoin de vos compétences vraiment au tout début des diagnostics. Donc, sachez qu'on met des immunosuppresseurs, on a 2 schémas. Soit on met cyclophosphamide mensuel
bolus, ou bien, et avec un relais au MMF, le MMF c'est le CELSEPT, ou bien on introduit dose d'attaque, dose d'entretien du MMF. Il y a deux équipes. Il y a ceux qui préconisent plutôt CTC, ce protocole, et les autres qui préconisent le MMF seul, mais en dose d'attaque, dose d'entretien. Le plaquenil sera gardé vraiment longtemps. Je vous ai dit, grand bénéfice. Il y aura une mise à jour vaccinale. On va essayer de sevrer cette patiente en corticoïdes. Il y a une tendance à sevrer les patients en corticoïdes dans tous les rhumatismes. Et bien évidemment, on va garder l'IEC et on va doser cette protéinurie chaque 3 mois pour avoir un screening très rapproché de la protéinurie. Alors, si on se résume, 5 mois de polyarthralgie avec Vespertilio. On a demandé, et c'était le bon réflexe à avoir, et c'est ce que je veux que vous ayez, c'est de demander des protéinuries. Et de ne pas laisser, rappelez-vous, le rein ne va pas nous dire qu'il est atteint, donc il faudra demander des protéinuries dès que vous suspectez un lupus. Tant mieux si c'est négatif, mais si c'est positif, il faudra orienter le patient. On a mis ce qu'il fallait, un corticoïde au long cours, plaquenil, nephroprotecteur. On a récupéré le résultat de la MAPAT. On a eu un stade 3, donc on a mis un immunosuppresseur. Et la patiente est contrôlée et elle est en rémission au long cours. Donc, la message clé, c'est vraiment la protéinurie des 24 heures. Alors, le rôle du médecin généraliste, comme d'habitude, c'est de reconnaître cliniquement, on veut des bons cliniciens, qui reconnaissent bien, qui posent bien le traitement, qui orientent bien le patient sur le plan interrogatoire examen clinique. Les corticoïdes ont été débutés très rapidement pour éviter donc le risque vital et casser l'inflammation de l'atteinte des glomérules. On a respecté le screening chaque 3 mois, c'est une prise en charge personnalisée. On a instauré des immunosuppresseurs épargneurs pour ne pas laisser le malade corticodépendant. Le plaquenil est le gold standard, la supplémentation, encore une fois, vitamino-calcique. Voilà pour ce 3e cas clinique qui nous a illustré le lupus. On passe au 4e cas clinique. J'espère que jusque-là, ça vous intéresse et que c'est bénéfique pour vous. Alors, dites-moi, pour le 4e cas clinique, est-ce qu'il est sur l'écran? De rien, pas de problème. C'est un plaisir pour moi de faire ça. C'est pas. Dites-moi, est-ce que le 4e clinique est sur l'écran? Non. Donc, on va encore recommencer. Cas clinique, l'écran? Pas encore. Oui? Alors, j'ai un oui et j'ai un non. Ou je ne sais pas. Si, très bien. Alors, 4e clinique, cas clinique. Vous avez une patiente qui est âgée de 48 ans, qui consulte pour une sensation de doigt mort. Là aussi, doigt mort, ça doit vous évoquer un phénomène que vous, surtout en hiver, elle vous dit. Avec, même, elle vous dit, ça se blesse. Elle a l'impression que tout seul, elle fait rien et elle a des blessures au niveau du bout des doigts. Alors, c'est une G2P2, la ménopause un peu précocement, 46 ans. Elle a une cholécystectomie. Elle est maigre. Elle a un BMI à 18,2. Vous faites l'examen. Il y a un signe clinique qu'on appelle le crissement des poignets. Ça, c'est quand vous avez une peau tendue au niveau des fléchisseurs. Ça veut dire au niveau de la face palmaire des poignets. Là où on a le canal carpien, on sent comme un bruit où les tendons ont du mal à bouger. Des fois, on sent comme ça un bruit, c'est ce qu'on appelle le crissement. Les doigts boudinés, c'est des doigts qui sont gonflés. Le bout des doigts qui est gonflé, et elle vous dit, j'arrive pas à faire le point. C'est ce qu'on appelle le signe de la prière positive. C'est-à-dire que dès qu'elle ferme
Elle peut pas, elle peut pas, c'est une rétraction en flexion des doigts. Elle peut pas faire une extension complète. Alors, des doigts, des mains et des doigts. Donc, vous connaissez très bien votre sémiologie, vous savez que c'est un réno, et vous l'avez même constaté à ces 3 phases, et vous avez vu que c'est des ulcères dits pulpaires. C'est-à-dire que vous savez que c'est un réno qui n'est pas gentil, on va dire, avec des cicatrices pulpaires. Le doigt boudiné, vous le confirmez. Vous remarquez d'autres signes, comme une peau cartonnée, ce qu'on appelle la sclérose de la peau, un aspect de nez effilé, tout petit, une discrète microstomie, donc c'est la bouche qui est petite, et des télangiectasies, c'est des rougeurs au niveau des mains et du visage. Qu'est-ce qu'elle a, votre patiente, cliniquement? Donc, premièrement, un réno avec des cicatrices, et elle a cette difficulté d'ouvrir la bouche. Elle vous dit, c'est mon maximum. Le reste de l'examen est sans particularité. Quels sont les signes cliniques qui évoquent pour vous une sclérodermie chez notre patiente? L'érythème malaire, le phénomène de Raynaud, la microstomie, le syndrome sacro-oculobuccal, la polyarthrite déformante. Purpura, la télangiectasie, le doigt boudiné, le livédo. Et là, je voudrais évoquer avec vous le principal signe de la sclérodermie, qu'il ne faut pas rater, parce qu'il ne faut pas vous attendre à avoir des patients qui ont tous ces signes. Le maître symptôme et le premier signe et le plus important à rechercher quand vous suspectez une sclérodermie, c'est bien évidemment le phénomène de Raynaud. Et votre patiente n'a pas que ça, c'est un phénomène de Raynaud sévère, je pense que vous l'avez compris, mais elle a aussi la microstomie qui évoque la sclérodermie, les télangiectasies et les doigts boudinés. Alors, l'examen clinique minutieux a permis de retrouver une sclérose avec disparition des rides du front et des plis nasogéniens. La sclérose ne dépasse pas les coudes et les genoux. Ça, c'est important de savoir ça parce que vous allez classer topographiquement, phénotiquement votre sclérodermie. Quand elle dépasse les coudes et les genoux, on parle d'une sclérodermie particulière. Et quand ça ne dépasse pas les coudes et les genoux, ce qui est le cas de votre patiente, on a aussi une tsmia particulière parce que je ne peux pas vous donner la réponse parce que c'est la prochaine question. Alors, rappelez-vous qu'elle ne dépasse pas, heureusement pour elle, la patiente, les coudes et les genoux. Et on vous donne même un autre indice, l'abdomen est épargné. Alors, vous calculez un score qu'on appelle le score de Rodman. C'est un score un peu subjectif, ça dépend de l'opérateur, du médecin, où vous allez coter 0 quand vous avez une souplesse complète, regardez, quand vous pincez complètement, et 3 quand vous n'arrivez pas à pincer. Et les deux, le 1 et le 2, c'est des scores intermédiaires. Et vous faites ça ou ça partout. Vous faites ça au niveau de la face, du décolleté, de l'abdomen, de l'avant-bras, le bras, la main, la cuisse, la jambe et le pied. Et vous sommez tout ça. Donc, comme la patiente a un rodement à 11 sur 51, ça va. C'est pas un rodement très sévère. Alors, d'où l'intérêt de la prochaine question. Quelle est la forme clinique de cette sclérodermie? Est-ce que vous pensez que c'est une sclérodermie systémique cutanée limitée ou bien c'est une sclérodermie systémique cutanée diffuse? L'indice pour cette réponse est le score de Rodman. Et quand on vous a dit que ça ne touchait pas l'abdomen et que ça ne dépassait pas les coudes et les poignets. Alors, vous l'avez trouvé, c'est une limitée, car elle ne dépasse pas les coudes et les genoux. Je ne sais pas pourquoi je dis le poignet. Alors, les examens complémentaires ont été demandés. Pas de syndrome inflammatoire important. Vous avez des fans positifs. OK, je suis dans le groupe des maladies systémiques. Je m'en doutais. Et même la fluorescence typique que vous avez dans la cutanée limitée, c'est-à-dire les anticentromériques. Il n'y a que les centromères qui fluorescent avec des centromères positifs. Vous êtes un très bon médecin, vous allez demander 2 examens chers à vous, alors que vous n'avez aucune symptomatologie, et vous avez bien raison, c'est l'échographie cardiaque pour voir s'il y a une hypertension pulmonaire. Elle est à 26, et le cardiologue vous dit pas d'HTAP, et une TDM thoracique sans anomalie. Prochaine question, pourquoi j'ai demandé une TDM thoracique?
Est-ce que c'est pour chercher un emphysème, une PID, une lésion kystique, une pneumonie organisée ou bien autre lésion? Alors, pronostic vital de la sclérodermie, deux entités, la HTAP dont on avait parlé tout à l'heure, et la deuxième qui est la pneumopathie interstitielle diffuse. Et donc, bien évidemment, on a demandé une haute résolution pour détecter cette PID. Diagnostic définitif, sclérodermie systémique cutanée limitée, devant, phénomène de Raynaud isolé, répartition, pas de PID, pas d'HTAP, la répartition de la sclérose cutanée et le type d'auto-anticorps. Quel examen complémentaire, et c'est au singulier, objective le phénomène de Raynaud? La manométrie, l'écho-doppler artériel des membres supérieurs, la capillaroscopie, l'impédensmétrie, la dermoscopie. Alors, l'examen complémentaire pour objectiver le phénomène de Raynaud, bravo pour les réponses, capillaroscopie. Alors, c'est un examen clé dans la sclérodermie parce que ça va vous montrer ça. Et l'aspect normal, il n'y a pas un gros capillaire. Ça, c'est le cas de ce qu'on appelle les méga capillaires. Alors que normalement, c'est une anse ascendante-descendante tout à fait grêle, fine, bien délimitée. Là, regardez, le bout est complètement tuméfié. Donc, le diamètre est très élevé. Et c'est ce qu'on appelle les mégacapillaires. Et ça signe la phase précoce inflammatoire d'une sclérodermie. Donc, c'est là où il faut agir et traiter. Et d'ailleurs, notre patiente, avec les signes qu'elle avait, elle a été mise sous inhibiteur calcique pour son Raynaud. Et elle a reçu du plaquenil et du méthotrexate. Alors, ce n'est pas une dose PR, c'est une dose à 10 mg parce que, rappelez-vous, c'est une petite atteinte articulaire. Je ne vais pas mettre la patiente sous une forte dose de méthotrexate. Alors, elle n'est plus revenue et elle a tardé pour ne plus revenir. Et ça, croyez-moi, c'est l'apanage du rhumatologue au quotidien. C'est pas évident de drainer cette pathologie à travers le territoire national. Donc, elle ne revient plus parce qu'elle s'est sentie bien pendant ces 7 années. Et là, elle vient avec une symptomatologie pulmonaire. Alors que le screening dans une sclérodermie, et c'est le message que vous devez retenir, c'est de faire une TDM thoracique chaque année pour pouvoir scruter les premiers signes de PID. Eh bien, elle ne vient plus, elle a une dyspnée stade 2, le phénomène de Raynaud est stable, il n'y a pas des ulcères nouveaux, et vous avez peur. Donc, vous allez immédiatement demander ce qu'il fallait demander les années d'avant, c'est-à-dire une EFR. L'EFR, c'est chaque 6 mois pour le screening dans une sclérodermie. TDM, c'est chaque année. Et vous refaites votre échographie cardiaque à la recherche d'une HTAP. La gazométrie est normale, test de marche de 6 minutes à la recherche d'une désaturation normale. L'EFR, un syndrome restrictif à 62, ça veut dire que ça a bien évolué. La TDM thoracique, vous commencez à avoir des premiers signes de très mauvais pronostic, qu'on appelle le rayon de miel. Ça, c'est le lit de la fibrose, et d'ailleurs, elle a de la fibrose. Donc, c'est pour vous dire les 7 années, ce qui s'est passé pendant les 7 années où la patiente était uniquement sous plaquenil et méthotrexate. Et l'échographie cardiaque, heureusement pour elle, 29. La limite, le cut-off d'une PAPS avec HTAP, c'est 35. Donc là, elle est toujours à 29 avec une IT minime, mais en tout cas pas d'HTAP. Alors, quel traitement, à votre avis, sera débuté? Aucun changement de traitement. Vous donnez des corticoïdes à 20 mg pour calmer la toux. Vous donnez des corticoïdes à très forte dose, 1 mg kg jour. Vous arrêtez le méthotrexate. Vous initiez un immunosuppresseur de type cyclophosphamide ou MMF, dose d'attaque ou bien relais MMF, au moins 3 années en entretien. Alors, bien sûr, vous l'avez compris, aucun intérêt maintenant au méthotrexate. Donc, je change l'immunosuppresseur que j'avais donné en premier et je le remplace par un immunosuppresseur à tropisme pulmonaire. Et les deux immunosuppresseurs qui donnent bien, c'est le cyclophosphamide et le Cellcept. Là aussi, c'est comme dans le lupus, il y a ceux qui font que Cellcept tout seul, avec attaque entretien, ou bien dans les cas qui répondent le mieux, c'est un très bon immunosuppresseur, le cyclophosphamide, parce que ça répond assez rapidement.
Donc, on met cyclo et on fait un relais par CELSEPT au minimum 3 années. Et là, on a jugulé l'atteinte pulmonaire de la patiente. Alors, petit warning, la seule maladie systémique où vous ne pouvez pas augmenter le corticoïde comme vous voulez, c'est la sclérodermie. On ne peut pas aller au-delà de 15 mg par jour parce qu'on craint de provoquer une insuffisance rénale aiguë par la crise rénale sclérodermique. Alors, la patiente a reçu son cyclo, le MMF, vous la voyez au bout de 6 mois, elle est en rémission. Alors, le but de ce cas clinique, c'est de se dire que j'avais un réno sévère. C'était pas typique, il était sévère. Donc, il fallait que je recherche la maladie qui fait le plus de réno, qui est la sclérodermie. J'ai demandé tout ce qu'on avait dit, le bilan. Elle nous vient au bout de 7 ans perdu de vue. Elle nous fait un nouveau signe qui est celui de la dyspnée qu'elle n'avait pas avant. Je fais mon diagnostic scanographique et je change la thérapeutique rapidement en mettant un immunosuppresseur précoce. Heureusement, j'ai récupéré l'état de la patiente. Les messages, c'est que le généraliste, il a reconnu, il a vu qu'il y avait une sclérose cutanée, il a vu la microstomie, il savait le réno sévère avec des troubles trophiques, il savait qu'il y avait le lit de la sclérodermie et il l'a adressé comme il fallait au médecin spécialiste pour pouvoir donc faire la suite des traitements. Et rappelez-vous, faire un contrôle étroit de ces maladies. Voici le résumé de ce 4e cas clinique. Pareil, j'espère que c'était bénéfique. On passe au 5e. De rien. La choukra ala wajib. Maintenant, je vais faire le nouveau partage. Dites-moi si le 4e cas apparaît. Non. Non, non, non. Et maintenant, est-ce que vous avez le 4e cas? Pas encore. Le son. Ah, c'est bon, vous avez le cas. OK. Alors, 5e cas, vous avez une patiente âgée de 58 ans qui se déplace toujours accompagnée de sa petite bouteille. Et ne me dites pas qu'en consultation, vous n'avez pas ce genre de patiente. Et regardez l'âge. Donc, c'est une personne quand même qui est un peu âgée. Elle a des polyarthralgies. Je vous ai dit, warning, polyarthralgie, mais chez arthrite. C'est des petites douleurs inflammatoires qui touchent les mains et les poignets, les genoux, les chevilles. Et elle vous dit, j'ai l'impression que j'ai du sable dans les yeux. Et que ça devient de plus en plus gênant. Et elles se sont très, très, très fatiguées. Même en absence de tout effort. Pour les antécédents, elle a une HTH ou bêta-bloquant et elle a déjà fait une petite dépression où elle a reçu des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et elle les a pris juste pendant une année dû au décès de sa maman. Alors, l'examen clinique BMI limite, surpoids 25, un empattement. Donc, vous confirmez, vous êtes un très bon clinicien, ce n'est pas une arthrite. Vous avez des petits gonflements comme ça, froids, et les mains, les poignets. Rappelez-vous, elle se plaignait de tout. Vous vous rappelez, elle a dit les chevilles, les genoux, mais vous êtes un bon clinicien. Elle vous a montré avec le doigt 12 articulations douloureuses, mais les gonflés, zéro. Vous êtes sûr de vous que ce ne sont pas des arthrites. Ça, c'est un point très important. Parce que parfois, quand je lis les lettres adressées par vous, je tombe sur... vous nommez plusieurs articulations et à la fin, l'examen clinique,
attention, c'est subjectif. Ça veut dire que c'est le patient qui vous dit j'ai mal, j'ai mal. Ça, il faut bien examiner. Et heureusement, pas de panique, pas d'arthrite, pas de nombre d'articulations gonflées. Les anthèses, elles vous disent j'ai mal partout. Où vous touchez, vous avez mal. Et ça, c'est un signe aussi important que vous pouvez retrouver dans... Vous lui demandez de quantifier cette douleur, elle vous dit 8 sur 10. Alors que, rappelez-vous, pas d'arthrite. Vous observez que c'est vrai, hein, elle a besoin de fermer et de cligner le nombre de fréquences des yeux. Donc, vous voyez qu'il y a un problème au niveau des yeux. Et la bouche, elle n'arrête pas donc de boire de l'eau et vous lui demandez tout simplement d'ouvrir la bouche et elle vous montre sa langue et la langue est pâteuse, fissurée, lisse, même des papilles. Il y a un petit test que l'on fait vraiment au lit du malade qui est intéressant. C'est plus salivaire. Et vous avez quantifié son flux salivaire et effectivement. Alors, première question de l'arthrite rhumatoïde. Est-ce que c'est une sclérodermie? Est-ce que c'est une myopathie inflammatoire? Ou bien c'est le groupe des connectivites, hein. C'est ça les maladies. C'est à la fois un RIC, un rhumatisme inflammatoire, bravo pour le diagnostic, c'est un syndrome de me donner les termes scientifiques. Alors ça c'est juste pour votre culture générale, on parle de xérophthalmie pour la sécheresse oculaire, xérostomie pour la recherche buccale et xérose cutanée pour la recherche pour la sécheresse cutanée. Alors là, l'âge de la patiente 58 ans, vous savez qu'on a le droit de faire un syndrome sec sans que ça soit un gougeron. Déjà, l'âge. Et comme par hasard, le pic de fréquence du gougereau aux alentours de 5,60. Donc, c'est déjà un diagnostic différentiel qu'il faudra mettre. Mais en même temps, c'est intéressant l'enquête médicamenteuse des prises des patients parce que vous avez beaucoup de traitements qui sont asséchants. Et la malade, en l'occurrence, on en a pris 2 dans sa vie. Elle est sous bêta-bloquant, elle a déjà reçu les antidépresseurs, mais il y a vraiment beaucoup de traitements qui sont pourvoyeurs. Ça, c'est pour vous dire, intéressant d'avoir la liste des traitements de vos patients. Alors, quel examen demandez-vous dans l'immédiat? Est-ce que vous allez demander des tests de sécheresse cutanée oculaire qu'on appelle le Schirmer test et le break-up test, échographie des glandes salivaires, dans l'immédiat, je vous ai dit. Hein. Donc, imaginez la patiente devant vous, qu'est-ce que vous allez faire dans l'immédiat? Ponction des glandes salivaires, biopsie des glandes salivaires, accessoires, fibroscopie bronchique, frottis cervico-vaginal, bilan d'auto-immunité. Échographie ostéo-articulaire, dans l'immédiat. Alors, je veux avoir une réponse rapide à ma suspicion clinique. Donc, je vais demander, vous l'avez bien compris, les 2 tests oculaires qu'on demande. Alors, c'est un des 2, hein, je ne suis pas obligée de demander les 2. C'est pour vous les citer tous les 2. Voilà ce que fait l'ophtalmo. Il fait soit le Schirmer, soit le break-up en fonction de la disponibilité. Et bien évidemment, biopsie des glandes rapidement pour me confirmer, m'objectiver l'atteinte buccale. Et troisième examen important, c'est le bilan d'auto-immunité à la recherche des fans et la spécificité dans le gougereau, on va la voir bientôt. Alors, pour la paraclinique, vous avez été très bien, vous avez demandé un Schirmer, il est diminué. Le break-up, donc le cut-off, c'est 5 mm pour le Schirmer, le break-up, c'est le 10 secondes. Vous demandez une biopsie des glandes et vous savez qu'on a 2 stades qui sont très discriminants, qui nous posent le diagnostic, qui est le stade 3 et 4. Donc, les fans dans le gougereau, pour revenir à ce qu'on disait, ce sont les anti-SSA, les anti-SSB, les anti-RO52. Et c'est un des 3. Hein. Si on les a tous, c'est bien, mais dès que vous avez un des 3, ça, c'est très important. Pourquoi on vous dit très important?
On verra parce que ça fait partie des critères diagnostiques de la maladie. Alors ça, c'est pour vous dire comment on fait les biopsies. Hein. On les fait en rhumato, donc on prend 3, 4 à 6 boules, donc on va dire, bon, 6 c'est un peu excessif, on va dire 3 à 4 boules qu'on a vraiment au niveau de la muqueuse labiale inférieure. Et on analyse, on anapathe, et c'est vraiment les stades 3-4 qui nous montrent qu'il y a un nombre de cellules important qui est sujet à de l'inflammation lymphocytaire. Voilà pourquoi l'intérêt, pourquoi vous nous voyez faire la biopsie, parce que si j'ai un stade 3-4, ça compte 3 points pour poser le diagnostic du Gougerot. Si j'ai l'anti-SSA, ça coûte 3 points. Si j'ai un Schirmer diminué, 1 point, un flux salivaire diminué, 1 point, et un score aussi un autre score ophtalmologique, 1 point. Et on pose le diagnostic si on a 4 points. Et donc, vous voyez, notre patiente, elle a ces 4 points. Alors, comment on sait qu'elle les a? Elle a ses FAN, on a retrouvé les anti-SSA et on a retrouvé un chimère diminué. Déjà, FAN, SSA, 3 points. Test de Schirmer diminué, 1 point. Et BGSA, très très bien, comme on voulait, le stade 4, donc un stade avancé, donc 3 points. 3 plus 3 plus 1, on est déjà à 7 points, c'est supérieur à 4. Et donc, on a posé notre diagnostic et le diagnostic est confirmé. On a mis notre patiente sous hydroxychloroquine, le plaquenil agit très bien dans le lupus, donc on l'a mis. Et on a confié notre malade à un ophtalmologue qui l'a mis sous traitement symptomatique. Elle va mieux, elle va beaucoup mieux. Et elle a même dit que sa fatigue a diminué. Alors pourquoi on insiste sur ça? Parce que sachez que le Gougerot Sjogren fatigue énormément. Donc ne prenez pas vos patients pour des fibromyalgiques rapidement. Parce que c'est normal, c'était une patiente qui n'était pas traitée. Maintenant, vous avez mis un traitement et vous sentez qu'il y a une nette amélioration de ce qu'on avait dit. En revanche, 2 ans plus tard, elle a quelque chose qui n'était pas avant, qui est une tuméfaction sous son oreille gauche. Voilà l'image de votre patiente. Et elle est unilatérale. Et c'est là où je veux tirer la sonnette d'alarme, c'est sur le côté unilatéral. Parce qu'un Gougerot simple peut nous faire une tuméfaction bilatérale. Mais quand c'est unilatéral, warning. Alors, on en revient à notre question. Que faut-il craindre chez notre patiente devant cette tuméfaction sous l'oreille? C'est une question ouverte. Gauche, unilatérale. C'est un peu difficile comme question. Je vous l'accorde. Alors, le Gougerot, heureusement, dans 80% des cas, c'est un syndrome sec-oculo-buccal qu'on arrive à gérer par les traitements symptomatiques. Maintenant, exceptionnellement, on peut tomber sur une complication très rare, mais qu'il ne faut pas négliger et qui peut passer inaperçue. Donc, d'où l'intérêt de faire des électrophoresses et de voir comment sont les gammas. Parce que parfois, quand on a les gammas qui sont très élevés, déjà, en polyclonal, on a peur, mais parfois, c'est carrément en monoclonal et on craint ce qu'on appelle l'apparition d'un lymphome non-hodgkinien à IgA. Donc, c'est une complication rare, mais c'est vraiment pour vous dire que devant une parodontite unilatérale, craignez cette complication qui est celle des lymphomes et que vous pouvez objectiver déjà à l'électrophorèse. Vous faites un immunotypage, ça vous dit que c'est des IgA. Vous faites une IRM, c'est l'examen qu'on donne rapidement donc, à faire à la patiente, et ça répond très très bien, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, aux anti-CD20. Alors l'écran bloqué, je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc ça répond très très bien au CD20 et c'est ce qu'on appelle le rituximab, comme tous les lymphomes. Hein. Alors, si on résume notre cas, on avait une patiente qui avait xérophtalmique, xérostomie, on a objectivé tout ça. Sur le plan objectif, on tombe sur une BGSA qui nous montre un stade 4 et des anti-SSA et un Schirmer positif. On est sûr qu'on est devant un diagnostic de Gougerot primitif. Rappelez-vous, il y a 2 types de Gougerot. Il y a des Gougerots secondaires, ça veut dire qu'ils se greffent à une autre connectivite, qui sont en général moins sévères, mais le Gougerot, quand il est tout seul, il est sévère sur le plan sécheresse.
Donc, si c'était le cas de notre patiente, rappelez-vous sa langue, l'aspect de sa langue et le clignement des yeux et la sensation de sable dans les yeux. Vous avez traité convenablement. 2 ans plus tard, elle est alertée par une tuméfaction, ayez les bons réflexes, électrophorèse, immunotypage, bêta-2 microglobuline, IRM de la parotide, et vous avez pris en charge votre patiente, vous avez mis en traitement, et ça nécessite bien sûr, comme toutes les connectivités, une prise en charge pluridisciplinaire. Merci au généraliste qui a reconnu cliniquement le Gougerot primitif. Il n'est pas tombé dans les diagnostics différentiels de confusion liés à l'âge. Il a énuméré tous les diagnostics différentiels dans sa tête. Il a évoqué l'association à une fibromyalgie, c'est bien. Il n'a pas à sous-estimer la fatigue. Et il a mis donc en évidence aussi l'apparition, le risque vraiment rare, mais qu'il faut connaître, de dégénérescence par un lymphome. Et je vous remercie pour en arriver au dernier cas clinique. Et normalement, vous devinez de quelle connectivite il s'agit, puisque c'est la dernière connectivite. Normalement, le diagnostic est évident pour vous. Comme ça, on aura vu vraiment l'éventail des maladies systémiques et des rhumatismes inflammatoires chroniques. Oui, bravo pour celui qui a trouvé le diagnostic. Alors, la manière dont tu l'as formulé, c'est une ancienne terminologie. Maintenant, il y a 5 sous-groupes. C'est mon domaine de prédilection, hein. Je suis spécialiste dans les myosites. Donc, il n'y a plus le terme polymyosite. Voilà, exact. Mais si phospholipide, antisynthétase, syndrome des antisynthétases. Oui, phospholipide, ça se greffe sur une autre connectivité, pas les myosites. Mais celui qui a répondu du groupe des myosites, c'est juste. Je ne sais pas si vous avez le 6e cas clinique à l'écran. Oui, très bien. On commence. Alors, donc on a une patiente. Donc, patiente, rappelez-vous, rire la SA où il y avait, c'était un homme. Donc ça, n'oubliez pas ça aussi. C'est les données épidémiologiques générales de nos patients. Donc, c'est une patiente âgée de 46 ans qui consulte pour des lésions cutanées apparues de manière subaiguë, G2P2, aucun autre antécédent, mais ce qui l'inquiète, c'est qu'elle a des difficultés à avaler. Et ça, c'est apparu depuis 2 mois. Alors, elle vous dit qu'elle a besoin de boire de l'eau pour pouvoir avaler les solides. Voilà les lésions cutanées qui ne l'ont pas du tout inquiétée, mais de manière subaiguë, mais elle s'est inquiétée. Et voilà pour l'aspect de l'œdème au niveau des paupières. Mais elle s'est inquiétée par rapport à cette difficulté d'avaler. Alors, on vous dit que ce sont des lésions pas juste érythémateuses maculeuses, hein, c'est des lésions papuleuses. Donc, il y a des petites surélévations quand même. Et notez bien que c'est en regard des phases d'extension. Donc, c'est en regard des MCP, des IPP et des IPD. Alors, vous faites votre examen, bonne constante, elle a des empattements. Donc, ça nous confirme qu'on est dans le groupe des connectivites, hein, on n'a pas des authentiques arthrites. Ici, au niveau des poignets et des chevilles, vous faites un testing musculaire 5 sur 5 aux 4 membres, bon examen neurologique, et vous confirmez ces papules et cet œdème et rougeur en regard des paupières. À votre avis, devant ces signes, quel diagnostic évoquez-vous? Un lupus érythémateux systémique, une dermatite atopique, une connectivite mixte, une sclérodermie systémique, une dermatomyosite. Bravo pour les réponses. Bien sûr, c'est une dermatomyosite. Devant quoi? Devant les papules. C'était des papules particulières qu'on appelle papules de Gautron. Et l'œdème palpébral, c'est le classique œdème palpébral qu'on a dans le cadre des dermatomyosites. Alors, pour répondre à votre camarade qui a dit dermatopolymyosite, non, il y a
il y a 5 entités phénotypiques. Il y a la dermatomyosite, c'est le cas de notre patiente, mais il y a aussi la deuxième myosite qu'on appelle le syndrome des antisynthétases, en référence aux anticorps qu'on appelle les anticorps antisynthétases. La myosite de chevauchement, c'est ces myosites qui vont chevaucher avec une autre connectivité, par exemple une sclérodermie myosite, un Gauguin myosite, etc. La myosite nécrosante auto-immune qui est très musculaire et pas vraiment cutanée, pas vraiment les autres manifestations, elle est très musculaire, c'est pour ça qu'on dit nécrosante. Et la myosite en inclusion, c'est la 5e entité qui est exceptionnelle et c'est aussi très particulier, même par rapport à la topographie, c'est particulier. Alors, c'est typique, les papules avec l'œdème liliacé. Liliacé, ça vient de la couleur violette, donc lilas, des fleurs lilas, donc au niveau des paupières, avec un œdème important. Et nous, on est dans le cadre de la dermatomyosite. Alors, par ailleurs, on vous dit qu'il y a un phénomène de Raynaud, pas d'érythème, ça on vous oriente qu'il n'y a pas de lupus, pas de syndrome sec, il n'y a pas de couche-gros, et il n'y a pas des autres signes de connectivité. Heureusement pour la patiente, il n'y a pas de signe pulmonaire. Alors, avec votre avis, comment appelle-t-on le signe de l'impossibilité d'avaler? Et est-ce que selon vous, c'est grave? Et comment allez-vous le mettre en évidence? Par quel examen paraclinique? Alors, le signe, c'est la dysphagie. Et il faudra l'étiqueter, est-ce qu'elle est au solide ou liquide? Et bien sûr, c'est les solides avant les liquides. Donc, la patiente, c'était heureusement pour elle au solide. Oui, ça fait partie des signes de gravité. D'ailleurs, ça nécessite un traitement spécifique, on verra. Donc, il essaie de la diminuer. Et l'examen clé pour le mettre en évidence, c'est la manométrie que font les gastro-entérologues. Et ça va nous montrer un relâchement du sphincter supérieur de l'œsophage. Alors, devant ce tableau clinique, on a demandé un hémogramme normal, PPS sans anomalie, des enzymes musculaires normales. Donc ça, c'est aussi, ça vous montre que 50% des dermatomyosites ont des CPK tout à fait normaux. Donc ça, c'est pour ne pas rentrer dans l'histoire des diagnostics que vous sous-estimez. Donc, ne vous contentez pas des enzymes musculaires pour poser le diagnostic. Vous êtes des cliniciens, vous avez eu les papules de Cotran, vous avez eu l'œdème palpébral, œdème liliacé des paupières. Classe, la dermatomyosite est clinique et elle était évidente. Les fans à 1, 3 sur 20 avec une fluorescence positive. Cutoff des fans, c'est 1 sur 80. Rappelez-vous, donc supérieur ou égal à 1 sur 80, c'est le cas. Et la fluorescence est typique des myosites, elle est cytoplasmique. Et quand vous avez rajouté un autre bilan d'auto-immunité qu'on cherche dans les myosites, qu'on appelle le dot myosite, vous tombez sur un anticorps spécifique de la dermatomyosite qui est l'anti-MI2-alpha. Les radios normales, l'EMG sans anomalie, rappelez-vous, testing 5 sur 5, CPK normal, ça ne vous étonne pas que votre EMG soit normal. Mais vous l'avez quand même demandé parce qu'il faut le demander. La capillaroscopie microangiopathie spécifique, le signe spécifique, vous l'avez dans la sclérodermie, dans la dermatomyosite, c'est-à-dire quand on dit spécifique, ça veut dire présence de mégacapillaires, comme tout à l'heure. Vous pouvez l'avoir dans la dermatomyosite, c'est le cas de la patiente. Et vous l'avez aussi dans le syndrome de Charcot, donc dans la connectivité mixte. Devant la dysphagie, en plus de votre manométrie, vous avez demandé une fibroscopie, et la manométrie vous a confirmé cette atteinte du sphincter supérieur de l'œsophage. La patiente ne se plaint pas du tout de son poumon, mais vous êtes consciencieux, vous demandez une EFR et un scanner. Effectivement, le scanner est normal et il y a un petit syndrome restrictif à 80%, mais pas très méchant, 80%. Vous avez, grâce à ces examens complémentaires, grâce à votre clinique, confirmé la dermatomyosite et vous savez qu'elle est compliquée d'une dysphagie. Et les points positifs chez votre patiente, c'est que je n'ai pas d'atteinte pulmonaire et je n'ai pas ce qu'on appelle un syndrome paranéoplasique apparent parce que aussi, message que je peux vous communiquer chez les dermatomyosites, c'est qu'on craint, c'est les plus pourvoyeuses parmi les 5 groupes qu'on a vus tout à l'heure de cancers cachés, d'un cancer latent. Donc souvent, on demande des TAP
chez nos patients des marqueurs tumoraux systématiquement, pour rechercher est-ce qu'il n'y a pas un cancer sous-jacent. Voilà, donc quel traitement sera débuté à votre avis chez votre patiente? Un bolus de 1 g de corticoïde, puis relais 1 mg kg au jour, corticothérapie 1 mg kg au jour durant 1 mois, puis dégression, du méthotrexate à 20 mg par semaine à garder en fonction de la réponse clinique, l'association de traitement de fond de type immunoglobuline sur 5 jours pour la dysphagie et du rituximab ou des antisédévants pour la dysphagie. C'est un peu difficile, je vous l'accorde, mais essayez de répondre quand même. Ça, c'est juste pour vous montrer la nouvelle façon de traiter les myosites. Alors, il y a normalement 3 réponses justes. Alors, chez notre patiente, on va mettre des corticoïdes. Alors, il n'y a plus les bolus qu'on faisait à l'époque. Le 1 mg kg au jour est suffisant. On le donne pendant 1 mois et on dégraisse, comme dans le cadre du lupus tout à l'heure avec le rein. Alors, le méthotrexate, parce que c'est une forme cutanée, on l'a vu, articulaire. Elle se plaignait de ses articulations. Je n'ai pas d'atteinte pulmonaire, je n'ai pas une autre atteinte un peu systémique qui fait que je vais changer d'immunosuppresseur. Le méthotrexate est suffisant dans le cadre d'une dermatomyosite amyopathique. C'est le cadre de la patiente. Elle n'a pas d'atteinte musculaire, en tout cas aujourd'hui. En revanche, elle nous se plaignait, d'ailleurs c'était le motif de consultation, d'une dysphagie. Et en hospitalier, on met un traitement qu'on appelle les immunoglobulines. C'est des cures, on en fait 6. Elles durent 5 jours par cure et c'est mensuel. Et ça, dans tous les essais cliniques, dans les études, ça a montré un bénéfice pour la dysphagie. Mais vous voyez, je garde le métaux et je rajoute ces immunoglobulines. Voilà, donc si on résume le cas, on avait 4 mois un début subaigu, une patiente qui ne s'est pas inquiétée de son atteinte cutanée, mais qui est venue devant une dysphagie au solide. Je fais ma manométrie, je confirme mon atteinte sphinctérienne. 3 mois plus tard, j'introduis le méthotrexate, les immunoglobulines. J'ai une patiente qui a une bonne réponse clinique. Voilà, donc ça c'est pour vous dire que ce n'est pas parce que je suis dans le cadre des myosites que je vais directement me focaliser sur le muscle et me dire, il faut que je trouve quelque chose au niveau des muscles. Voilà le cas authentique d'une dermatomyosite qui est fréquente. Donc, dans la moitié des cas, c'est comme ça. Il n'y a pas d'atteinte musculaire. Voilà, donc rôle du médecin généraliste, il a vu les papules, il a trouvé que ce n'était pas normal, il a vu l'œdème palpébral et il l'a orienté, il a mis le diagnostic d'une dysphagie. Le spécialiste a demandé le bilan d'autoimmunité, le DOT, myosite, et il a évalué cette patiente étroitement chaque 3 mois et il a instauré la thérapeutique qu'il fallait. Je vous remercie de votre attention et nous avons terminé ces cas cliniques. De rien. Alors, mon mail, je vais vous l'écrire. Professeur. Oui. Bonsoir, je suis Bonsoir. Madame Amroun Fatema, direction de la formation. Donc, Merci, Dr. madame. Gougam, voilà, Dr. Gougam est appelée pour une réunion, comme elle était déjà présente la première fois, donc elle s'excuse. Donc, je suis là pour, c'est-à-dire clôturer, et je vous laisse le soin de continuer s'il y a des questions. Voilà, merci pour tout le monde. Merci à vous. Voilà, je terminerai. Dès que vous avez terminé, je ferai la clôture. Très bien. Donc, je remercie vraiment tous les participants d'être restés. C'était vraiment le but de ces cas cliniques, c'est de ne pas vous faire des cours magistraux. Il fallait vraiment rentrer dans la pratique. C'est des réels malades. Hein. C'est comme ça, c'est notre quotidien. Et je sais que c'est le vôtre aussi, d'une autre manière. Le but, c'était de fixer les idées, de savoir sur quoi il ne fallait pas passer, fallait pas passer à côté de choses qui peuvent être graves ou dramatiques. Si on refait un peu les warnings, une déformation PR, la symétrie, le plus fréquent,
La spondylarthrite, c'est le dos. La jeune, j'ai peur de la coxite, de l'atteinte de la hanche. Si on revoit le lupus, le rein, pronostic vital. Le neurolupus est aussi important, mais le rein est plus fréquent. Donc, rappelez-vous, le dépistage par la protéinurie des 24 heures. On a vu la sclérodermie et sa classification cutanée limitée, cutanée diffuse. Et les deux pathologies qui peuvent entraîner le pronostic vital, qui sont l'atteinte pulmonaire et la STOP. On a vu je vais terminer. Exceptionnel vers un lymphome. Et on a terminé par la dermatomyosite. Même si c'est une myosite, il ne faut pas se focaliser sur le muscle et il faut être uniciste, clinicien et voir le malade dans sa globalité. Et le but, c'était de vous mettre en évidence la dysphagie et éventuellement le paranéoplasique. Je vous remercie infiniment. Je vous ai donné mon mail, vous m'envoyez, mais sans hésitation, les questions que vous avez. Les slides, je vais vous les donner pour ceux qui sont intéressés. Vous me dites, vous me préparez une liste. Il m'envoie un mail pour me dire ceux qui sont intéressés, le mail de tout le monde et de ceux qui sont intéressés, je leur enverrai les slides sans problème. Voilà, bon après-midi. Merci d'avoir été assidu et je donne la parole à Madame Amroun, Voilà. Merci beaucoup, professeur Abdellaoui. Je tiens à remercier l'ensemble des médecins généralistes qui sont restés jusqu'à cette heure-ci pour écouter et c'est-à-dire aussi à séduire. Et je tiens quand même aussi à vous remercier, professeur. Vraiment, les cas cliniques sont très, très intéressants. Je n'ai pas à vous juger. Mais moi, en tant que malade avec le stade de la sclérose en plaques au dernier stade, plutôt l'ostéoporose au dernier stade, donc effectivement, je souffre beaucoup. Donc, j'ai quand même bénéficié. Je ne suis pas médecin, je suis un bon administrateur. Mais malgré ça, quand même, en tant que malade, j'ai quand même un petit peu compris. Et Inch'Allah, je vais bénéficier plus ou moins de votre formation. Voilà, je vous remercie et je remercie tout le monde. Vous pouvez passer en consultation aussi pour faire le point sur l'ostéoporose parce que c'est vrai, ça peut être vraiment très douloureux et très sévère. Et voilà, j'ai aussi une autre pathologie, quand même j'ai un petit cancer déjà, donc avec le traitement, voilà, avec le traitement d'hormonothérapie, à la lecture des effets secondaires, c'est écrit à l'intérieur que l'ostéoporose, c'est-à-dire le traitement TRI, c'est un facteur aggravant pour l'ostéoporose. Le docteur Gougam elle-même, les effets secondaires, mais c'est un pli qu'on a pris chez nous. Automatiquement, on passe aux effets secondaires. Voilà, donc je vous remercie beaucoup. Là, personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Et puis, voilà. Et les médecins généralistes, comme ce sont eux les premières personnes que la population, c'est-à-dire face à face, les polycliniques, les médecins spécialistes, le médecin généraliste, le spécialiste, c'est la routine, c'est une procédure ministérielle, médicale aussi. Donc, je tiens vraiment à vous remercier et je remercie tous les efforts faits par les médecins généralistes sur le plan national. Merci beaucoup et à très bientôt, Inch'Allah. Merci à je vous remercie, professeur. Et à bientôt. Et à bientôt, Inch'Allah. Ok, merci beaucoup. Merci, Allez, au revoir. bonne fin de journée. Au revoir l'équipe. Au revoir. C'est bon?